Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. En décembre dernier, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que la Banque du Canada éprouvait des problèmes financiers, qu'elle perdait de l'argent en fait et qu'elle ne savait pas comment comptabiliser ses pertes. Sans surprise, les pertes continuent, mais la banque a finalement trouvé une façon de comptabiliser ses pertes. Les opérations de la BOC sont déficitaires depuis le troisième trimestre de 2022 et pour la première fois de son histoire, la Banque du Canada a perdu de l'argent au cours de l'année fiscale 2022. Si la BOC était n'importe quelle autre entreprise ou institution financière, celle-ci serait forcée de déclarer faillite. Récemment, on a beaucoup parlé des problèmes du système bancaire régional américain et même mondial avec les faillites de Silvergate, Signature, SVB, Crédit Suisse et First Republic Bank qui vient d'être acheté hier par JP Morgan. Ce dont on parle moins, c'est des problèmes des banques centrales comme celle du Canada qui, dans les faits, se retrouvent dans une situation financière aussi pire, sinon pire que celle de ces banques commerciales ayant été forcées à faire banqueroute. Quelle est donc l'ampleur des pertes à la BOC? Pourquoi la Banque du Canada ne fait-elle pas banqueroute et quelles sont les conséquences de l'immunité de la BOC? Dans cette vidéo, je vous propose des réponses à ces questions. Le travail de recherche pour faire cette vidéo a été réalisé en partie durant mon direct de la semaine dernière. Alors, si vous voulez vous aussi faire partie de nos discussions hebdomadaires, je vous invite à rejoindre la chaîne pour 4,99 par mois. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton « Rejoindre » en dessous de la vidéo. C'est ni plus ni moins la meilleure façon de me soutenir. Je salue d'ailleurs quelques-uns de ceux qui étaient là la semaine dernière, Alexandre, Patrick, Rémi, Sofiane, Amir et Marc-André, qui ont participé à la discussion. Avant d'aborder le cas de la Banque du Canada, regardons ce qui se passe du côté des finances de banques en difficulté comme la First Republic Bank ou FRB. La FRB a publié ses résultats pour le premier trimestre de 2023 la semaine dernière et on y apprenait que la banque avait perdu 40% de ses dépôts au cours du trimestre en raison de la panique causée par la faillite de SVB. Pour passer à travers la tempête, FRB a dû emprunter des centaines de milliards à des institutions publiques comme la Réserve fédérale américaine et privées comme les grandes banques américaines. Malgré ça, la banque restait dans une position difficile parce que les retraits se sont poursuivis. Une bonne partie des dépôts de la FRB étaient non assurés par la FDIC. Et ceux-ci étaient à la recherche d'une maison que l'on sait sécuritaire, c'est-à-dire une banque trop grande pour faire banqueroute. C'est la raison pour laquelle la banque a été vendue. L'objectif était d'éviter une reprise complète par la FDIC comme avec SVB ou une vente de feu des actifs au bilan de FRB, ce qui aurait pu déstabiliser les marchés financiers. Toutefois, lorsque l'on regarde les résultats et le bilan de la banque américaine, celle-ci avait toujours la tête hors de l'eau. Elle générait toujours plus de revenus d'intérêt sur ses actifs que ce qu'elle devait payer sur ses passifs, ce qui fait que la banque réalisait toujours des profits. Au bilan, la valeur des actifs excédait celle des passifs, ce qui fait que la banque avait toujours des capitaux propres positifs. Autrement dit, la valeur nette de la banque était toujours positive. Théoriquement, la First Republic Bank aurait pu continuer ses opérations. Le problème, c'est que tout le monde savait que la fuite des dépôts allait continuer et qu'elle aurait fini par éventuellement être acculée à la faillite. C'est d'ailleurs ce que nous disaient les marchés financiers quand l'action s'était effondrée de 97% avant la reprise de la fin de semaine dernière. Maintenant, comparons le tout avec la situation dans laquelle se retrouve la Banque du Canada. Pour faire une histoire courte, si vous voulez avoir l'histoire longue ou la version longue, simplement allez écouter ma vidéo de décembre dernier qui sera affichée dans la vignette à la fin de la présente vidéo. Le bilan de la Banque du Canada se présente comme suit. La plus grosse part de l'actif de la BOC, ce sont ses placements qui sont constitués de bons du Trésor et d'obligations du Canada qui ont été achetés en 2020 et 2021 lors des différentes phases du programme d'assouplissement quantitatif opéré par la Banque centrale. Le total de l'actif de la BOC se situe à 410 710 millions ou 410 milliards. Pour ce qui est du passif, la part du lion revient au dépôt des membres de Paiement Canada, au dépôt du gouvernement du Canada et aux billets de banque en circulation. Donc, le passif s'élève à 410 807 millions. Les actifs et les passifs sont en baisse par rapport à 2021, comme vous pouvez le voir. La raison est bien simple, c'est une des conséquences du resserrement quantitatif opéré par la Banque du Canada. La BOC laisse les obligations détenues sur son bilan arriver à échéance et ne les remplace pas, ce qui fait diminuer les actifs. De l'autre côté, en l'absence de la BOC comme acheteur sur les marchés, les banques commerciales doivent acheter la dette gouvernementale qui est émise sur le marché, ce qui participe à drainer leurs réserves en dépôt à la Banque du Canada. Pour ce qui est du capital action, il représente la valeur nette de la Banque centrale canadienne. Vous prenez les actifs
moins les passifs et vous obtenez la valeur nette de moins 97 millions. Alors là, vous venez de réaliser le premier problème à la BOC, les capitaux propres sont négatifs. Habituellement, lorsqu'une entreprise a des capitaux propres négatifs, ce n'est pas un bon signe. Pensez à la Silicon Valley Bank. Son cas est similaire. La valeur de l'actif, composé principalement d'obligations achetées alors que les taux d'intérêt étaient au plancher, a chuté fortement en raison du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La santé financière de la SVB a été mise en doute. Les déposants ont pris peur et se sont rués sur la banque, ce qui a provoqué un exode massif des dépôts et sa banqueroute. Dans le cas de la Banque du Canada, même si les capitaux propres sont négatifs, elle n'a pas à s'inquiéter d'une fuite des dépôts, ceci étant de nature institutionnelle. En plus, la Banque du Canada a une entente avec le gouvernement fédéral selon laquelle toute perte à la disposition d'actifs sur son bilan sera compensée par celui-ci. Donc, la Banque du Canada, comme la SVB, a vu la valeur des obligations sur son bilan fondre à mesure qu'elle a monté son taux directeur. Par contre, à mesure que la valeur des obligations détenues chutait, les compensations du gouvernement fédéral augmentaient. Sur le bilan, cette compensation s'appelle dérivée convention d'indemnisation conclue avec le gouvernement du Canada. Vous pouvez voir que les compensations pour pertes ont grandement augmenté au cours de la dernière année. En fait, si on scrute les détails dans le rapport annuel de la BOC, on réalise que les pertes sur le portefeuille d'actifs du gouvernement s'élèvent à 25 milliards de dollars. Heureusement, celles-ci sont comblées par le gouvernement fédéral, soit par les contribuables. Toutefois, j'ajoute une nuance, ce sont les pertes évaluées si la Banque du Canada s'était départie entièrement de ses obligations en date du rapport annuel. Au final, lorsqu'elle disposera réellement de ses actifs, la compensation pourrait être plus petite ou plus grande. L'important, c'est de comprendre que le bilan de la BOC est complètement sans dessus-dessous. En fait, une entreprise ou une institution financière qui a des capitaux propres négatifs, ça veut généralement dire que sa situation financière est précaire. Un événement significatif est survenu, ce qui a déprécié rapidement la valeur de l'actif, où les pertes sont telles qu'elles sont supérieures à la valeur combinée des paiements versés aux actionnaires et des bénéfices cumulés au cours des périodes précédentes. Mais des exceptions existent. Plusieurs entreprises ont des capitaux propres négatifs, mais se portent malgré tout très bien. Par exemple, McDonald's, qui a des capitaux propres négatifs parce que l'entreprise a utilisé un levier financier, soit l'endettement, pour racheter ses propres actions. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème compte tenu que l'intérêt qu'elle paye sur sa dette est minime et que les revenus générés par ces opérations lui permettent de couvrir aisément ses frais d'intérêt. Cependant, ce n'est pas le cas pour la BOC. La problématique structurelle du côté du bilan de la BOC prend sa source dans ses opérations, compte tenu qu'elle a le luxe de voir la dépréciation de ses actifs compensée par les contribuables. Les revenus de la BOC proviennent de l'intérêt qu'elle engrange sur les placements qu'elle détient. En 2022, la BOC s'est fait verser 4,3 milliards en intérêts par le gouvernement canadien en raison des milliards d'obligations qu'elle détient sur son bilan. Pour ce qui est de ses charges, la plus importante est l'intérêt que la BOC doit verser sur les dépôts des membres de Paiement Canada, soit les réserves des grandes banques canadiennes ou étrangères, de compagnies fiduciaires et de prêts et de courtiers en valeurs mobilières qu'elle détient sur son bilan. En 2022, la Banque du Canada a versé environ 4,7 milliards sur ses dépôts. Après avoir payé ses charges d'opération, la perte totale de la BOC s'est élevée à 705 millions pour l'année, comparativement à un gain de 2,8 milliards en 2021. Pourquoi la Banque du Canada perd-elle des millions sur son portefeuille d'investissement? Eh bien, la BOC récolte un maigre revenu d'intérêt autour d'1% sur les obligations détenues dans son actif, qu'elle a principalement acquises en 2020 et 2021, alors que les taux d'intérêt étaient au plancher, et doit payer 4,25% sur les dépôts ou réserves bancaires qu'elle détient dans son passif. C'est une conséquence directe de sa politique d'assouplissement quantitatif et du resserrement monétaire qui s'en est suivi. Où la BOC va-t-elle chercher l'argent nécessaire pour combler sa perte et honorer ses obligations? La Banque du Canada a d'abord drainé son capital social et l'ensemble de ses réserves en 2022, ce qui représentait un coussin de 989 millions. Malheureusement, c'était insuffisant pour combler l'entièreté de sa perte annuelle. Alors, le reste provient de sa bonne vieille presse à monnaie qu'elle a dans son sous-sol. Dans son rapport annuel, il est clairement écrit que
Les billets de banque en circulation représentent une source de financement stable à long terme pour la banque. La banque est la source ultime de liquidité pour le système financier canadien et possède le pouvoir et les capacités opérationnelles de créer en tout temps une quantité illimitée de liquidités en dollars canadiens. En d'autres mots, la BOC ne peut pas faire banqueroute, même si elle est théoriquement insolvable, parce qu'elle a la capacité de créer une quantité illimitée de nouvelles monnaies. Pour ce qui est de sa perte, elle est reportée dans les capitaux propres qui sont maintenant négatifs, comme on l'a vu. Ça veut aussi dire que le gouvernement fédéral se voit amputer annuellement de plusieurs milliards de dollars de revenus. Avant de recevoir un nouveau dollar de la BOC, le gouvernement devra attendre que la BOC comble le fossé qui se creuse dans son bilan. Compte tenu que les pertes devraient continuer de s'accumuler au cours des prochains trimestres, ça pourrait prendre des années avant que la BOC recommence à verser ses profits au gouvernement. Même si la BOC fait de la magie comptable et semble invincible, ce n'est pas sans conséquences pour autant, comme le dit le Bureau of International Settlement dans un de ses plus récents papiers. En cas de mauvaise gestion macroéconomique et d'un manque de crédibilité de l'État, les pertes peuvent éroder la réputation de la Banque centrale, ce qui peut compromettre son indépendance et même conduire à l'effondrement de la monnaie. La crédibilité de la Banque centrale pourrait également être menacée si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer ses besoins de fonctionnement, tels que la capacité de gain futur ou la recapitalisation du gouvernement sans influence politique conditionnelle. Autrement dit, si la Banque du Canada abuse du pain béni et que le gouvernement fédéral continue d'être fiscalement irresponsable, la BOC pourrait voir sa crédibilité s'éroder et la devise canadienne se déprécier, tel que l'a déjà dit notre camarade Joe Finance, qui vit par la presse à monnaie, périra par la presse à monnaie. Au final, voici le topo. Le bilan et les résultats des opérations de la Banque du Canada sont dans un piteux état. En fait, ils sont aussi pires, sinon pires que ceux de banques américaines ayant récemment fait faillite, comme la SVB ou la First Republic Bank. La Banque du Canada se retrouve protégée contre la faillite uniquement parce qu'elle est soutenue par les contribuables via les indemnités versées par le gouvernement fédéral et par sa capacité de créer de la monnaie comme par magie. C'est ce qui permet à la Banque centrale canadienne de continuer de fonctionner sans capital supplémentaire et de résister à de longues périodes de pertes et de fonds propres négatifs. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de la situation financière de la Banque du Canada. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.